Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, poésie. Poésie japonaise avec l'anthologie de 100 poètes, un poème où Yakone Nisshu. C'est traduit du japonais par René Sieffert avec des calligraphies de Soryu Uesugi. Ça a été publié aux Publications orientalistes de France, alors initialement en 1993. L'édition dont je vais parler aujourd'hui date de 2008, elle est très différente. Et c'est un bouquin qui fait 221 pages. 200 poètes, un poème ou, car le titre japonais originel est fréquemment utilisé même de par chez nous, le Hyakone Nisshu ou Ogura Hyakone Nisshu, mais la forme abrégée est la plus fréquente, est une anthologie de la poésie japonaise classique très particulière. On s'accorde généralement pour dire qu'elle a été compilée vers 1235 par Fujiwara no Taika, le plus grand poète de l'époque de Kamakura, également le compilateur de la grande anthologie officielle d'alors, le Shinkoki no Akashu, nouveau recueil de poèmes japonais d'hier et d'aujourd'hui. Le Hyakone Nisshu relève davantage de la compilation privée, mais a connu une postérité des plus étonnantes. En effet, ces 100 poèmes de 100 poètes japonais, dont certains remontent à l'anthologie originelle du Manyoshu, tandis que d'autres sont contemporains de Taika lui-même, mais la majorité renvoie à l'époque de Heian. Un tiers environ de ces 100 poètes appartiennent d'ailleurs au clan Fujiwara, comme Taika lui-même, si à son époque cette très abondante famille ne gouverne plus le Japon depuis pas mal de temps déjà. Ces 100 poèmes, donc, ont bientôt orné des cartes, dont vous pouvez voir des exemples datant de Meiji sur la page Wikipédia de l'anthologie, je vous y renvoie depuis le blog, mais il y en aurait d'autres exemples d'ailleurs. Taika lui-même semblait avoir procédé ainsi dans un but décoratif. Du coup, la compilation poétique est finalement devenue un jeu, également appelé Hyakone Nisshu, toujours pratiqué de nos jours, et qui repose sur la mémoire et la vitesse. Ces 100 poèmes sont des tanka, donc des poèmes courts au rythme impair, composés de 5 vers, d'abord 3 de 5, 7 et 5 syllabes, puis 2 de 7 syllabes chacun, pour un total de 31 syllabes. Chaque poème est coupé en deux, un tercet avec des guillemets et un distique avec des guillemets aussi. Quelqu'un lit le tercet et les joueurs, qui ont les 100 cartes de distique sous les yeux, étalées sur un tatami ou une table, doivent identifier la carte portant les deux vers qui complètent le poème. Le jeu du Hyakone Nisshu est à l'origine associé aux festivités de la nouvelle année, mais il en existe des compétitions, y compris à l'échelle nationale, et on en trouve donc souvent des clubs dans les lycées, etc. Beaucoup de Japonais, même adultes, sont encore capables de réciter sans l'ombre d'une hésitation certains au moins des 100 poèmes compilés par Taika, pour avoir joué en leur temps au Hyakone Nisshu, envisagé comme un amusant outil pédagogique. Ceci étant, savoir reconnaître un poème ne signifie pas nécessairement le comprendre. Ces tankas remontent souvent à 1000 ans de cela, voire davantage, et sont associés à une aristocratie de cour dont la culture n'a pour ainsi dire pas grand-chose à voir avec le Japon contemporain. En outre, leur compilation, semble-t-il donc par Taika, complique encore un peu la donne, car la poésie de Kamakura qu'il incarne prisait par-dessus tout la subtilité, l'allusion, le yugen, profondeur mystique ou mystérieuse, autant de notions très hermétiques pour un lecteur contemporain. C'est vrai pour un japonais, alors pour un français... En fait, ce goût de la subtilité et de l'allusion a eu un effet pervers, une sorte d'affectation qui, en dépit de la mise en avant du yugen, notion primordiale mais dont les contours peuvent paraître un peu flous, en fait plus ou moins une casuistique, une sorte d'affectation donc qui ne s'éloigne parfois guère de l'exercice de style. Gaston Redondo le mentionnait dans son anthologie de la poésie japonaise classique, mais c'est un trait souvent souligné chez d'autres auteurs, traducteurs et commentateurs également. On attend en effet du bon poème qu'il fasse référence à d'autres plus anciens. La citation est bienvenue, l'idée de plagiat ne fait pas vraiment sens, même si c'est la variation qui est encouragée et l'allusion plutôt que la référence explicite, et qu'il comprenne des jeux de mots, outre l'emploi de termes et d'images connotés pour désigner la saison, etc. Tous ces poèmes ne brillent d'ailleurs pas par la spontanéité et la sincérité des sentiments, et c'est peu dire. Nombre d'entre eux ont été composés dans le cadre des Uta Awase, compétitions poétiques officielles auxquelles l'empereur lui-même prenait régulièrement part. Un juge ou un jury tranchait. On dispose de nombreux commentaires de Taika exerçant cet office d'ailleurs, disant qui de l'équipe de gauche ou de droite l'avait emporté et pourquoi, en fonction de ces mêmes critères, la subtilité, l'allusion, le yugen. La traduction française n'a, à vrai dire, pas notre affaire. Il en existe plusieurs, au moins 4, et il se trouve en fait que j'en avais déjà lu et relu une dans 1000 ans de littérature japonaise par Ryoji Nakamura et René de Sekati, qui avaient eu recours à des alexandrins, sauf erreur. Celle-ci est due à l'incontournable René Sieffert, et je vous renvoie à ce que je disais concernant le rendu archaïsant dans ma récente chronique des notes de l'ermitage de Kamono Chomei. Ici, pour le coup, la langue est assurément élégante et plus pertinente, je suppose, que la précédente traduction mentionnée,
En fait, des différentes traductions françaises, c'est sans doute de loin la meilleure, mais aussi vraiment très très contourné, ce qui contribue à rendre plus hermétique encore des poèmes qu'il était déjà à la base. Et à vrai dire, les brefs commentaires également dus à René Sieffert, qui accompagnent chaque poème, sont certes bienvenus, indispensables même, mais pas toujours si éclairants que cela. Surtout ai-je l'impression il souligne souvent le caractère convenu de tel jeu de mots, matsu qui signifie à la fois le pain et attendre, etc., telle allusion à tel poème classique, les manches qui sont mouillées, j'en passe et des meilleurs. L'impression de l'exercice de style en est souvent renforcée, qui ne contribue guère à l'appréciation des poèmes pour eux-mêmes. Pour autant, ce n'est pas une lecture désagréable, d'autant que c'est un très très beau livre. Sur un papier très épais, façon Canson, chacun de ces 100 poèmes est traité sur une double page. Sur celle de gauche, en haut, nous trouvons le poème en français. C'est là mon seul petit regret, j'aurais apprécié d'avoir également le texte japonais en kanji et kana. J'ai cru comprendre que c'était le cas dans une autre édition de cette même traduction pourtant. En bas, quelques brefs commentaires de René Sieffert. Et sur celle de droite, nous avons une calligraphie en noir et blanc, mais avec le cachet de l'artiste en rouge, due à Soryu Uesugi, et qui constitue d'une certaine manière elle-même un commentaire, en associant de manière générale deux caractères, si j'ai bien compris, je ne pige rien à la calligraphie, qui répondent au poème et dont la traduction française à son tour, en principe sous la forme de phrases nominales, figure en bas de page. En fait, cette calligraphie produit, j'imagine, un effet similaire à celui des poèmes sur votre ignare de serviteur. C'est beau, je n'y comprends rien, mais c'est beau. Ceci étant, dans mon approche un peu timide et perplexe de la poésie japonaise, 200 poètes un poème n'est certes pas la lecture la plus convaincante et enthousiasmante, loin de là. Il me faudra peut-être y revenir avec davantage de bagages, mais il est bien trop tard pour le jeu. Pas grave, déjà que j'ai du mal à retenir ces scrogneux de kanji,